ce sujet m'a fait penser à, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un cuistot, c'est un chef cuistot turc qui est expérimenté dans tout ce qui est grillade et qui est connu pour ses steaks aux feuilles d'or et ce geste emblématique pour, je dirais, transformer l'expérience culinaire. Et c'est ça les add-ons, c'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est pas forcément essentiel, ce n'est pas les ingrédients obligatoires à la recette, mais c'est tout ce qui peut optimiser les résultats, transformer l'expérience, ajouter un petit plus dans le goût, c'est les épices, mais pas que, c'est aussi la marmite, la cuillère, tout ce qui peut ajouter quelque chose au goût, à la réussite de ce procédé. Donc, ce n'est pas essentiel, c'est complémentaire. L'objectif, c'est de potentialiser l'effet des traitements et d'atténuer les effets secondaires. Donc, voilà la comparaison avec la cuisine. Et ça veut dire que chacun parmi nous aura sa petite recette, ses petits ingrédients secrets. Et le problème avec ça, c'est que on peut finir par voir la marmite exploser et ajouter tout et n'importe quoi. Des fois, on voit des ordonnances recto-verso parce que la malade et son médecin veulent optimiser au maximum. Le moindre petit artifice peut être utile, peut être utilisé pour avoir le meilleur résultat possible. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comme dirait Shakespeare, that's the question. Pour que les choses soient un peu plus organisées, voilà, je me suis aidé comme charpente des dernières recommandations de l'ESHRE. C'est les Good Practice Recommendations pour les add-ons et ils ont traité 27 items. Donc la liste est longue et j'ai par peur d'oublier quelques-uns ou d'occulter quelques informations, je les ai mis tous. Donc, soyez patients. Voilà, il y a 27 divisés en 3 groupes, les tests diagnostiques, les tests au laboratoire et les add-ons dans la pratique clinique. Bien sûr, je ne pourrai pas tout décortiquer, tout discuter parce qu'on va y passer la soirée ici et on va rater la soirée de DJ Ciel. Donc, j'essaierai d'être relativement expéditif sur certains sujets. Et voilà, veuillez m'en excuser, mais on pourra en parler peut-être après. Je commencerai par le premier item qui est le screening hystéroscopie ou l'hystéroscopie de dépistage. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une hystéroscopie pour pathologie utérine endométriale. Les hystéroscopies pour traiter un polype ou une synéchie ou un fibrome ne sont pas considérées comme des add-ons, c'est tout à fait normal. Donc là, on discute l'intérêt de l'hystéroscopie chez des patientes qui n'ont pas probablement de pathologie endométriale sur l'écho, sur l'hystérosalpingographie, et on a tous découvert, là on voit des endométrites chroniques, etc. Et qu'est-ce que cela implique et est-ce que c'est bénéfique à la patiente? Et voilà, pour les recommandations, on voit que sur les méta-analyses et les RCT, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que le bénéfice est présent sur les travaux ou les études de faible poids, mais ne l'est pas. Par exemple, ici, Schmidt et El Touhi, c'est les travaux les plus solides qui ne montrent pas d'intérêt du screening hystéroscopie pour améliorer, bien sûr, le time to pregnancy ou les taux de naissance vivante. Et ce n'est pas un geste qui est considéré comme anodin, puisque de temps à autre, on peut avoir une endométrite. L'évaluation de la douleur, surtout pour les patientes qui font ça en ambulatoire, tu as une cotation de douleur presque considérée comme modérée, 4 sur 10 sur l'échelle de l'IVA, etc. Donc, pour les recommandations de l'ESHRE, ce n'est pas recommandé de façon systématique. Il y a peut-être un petit bénéfice pour les patientes qui ont des échecs d'implantation répétés, mais je dirais oui, mais non.
On passe au deuxième item qui est les tests de réceptivité endométriale. Bien sûr, c'est compliqué, c'est hétérogène. Chacun présente ses propres critères et ses propres paramètres. Il y a des critères échographiques, de la biopsie endométriale pour les NK-cells, l'hystéroscopie, etc. Et l'objectif, c'est de guider le transfert, bien sûr, en recherchant la fenêtre, je dirais, de réceptivité. Et bien sûr, l'intérêt se voit, par exemple, en cas d'échec répété d'implantation ou en cas de don d'ovocytes. Quelle est, je dirais, la conclusion de l'ESHRE? Bien sûr, c'est un non, parce que on n'a pas encore saisi toute la complexité de la réceptivité endométriale. Donc, je pense qu'il y a encore des améliorations pour ces tests-là, pour qu'ils soient réellement, qui correspondent à la vraie phase de réceptivité endométriale. Le troisième item, les tests immunologiques. Là aussi, il y a des tests sanguins. Il y a qui vont doser les NK-cells, les KIR, le génotypage HLA. Il y a la biopsie endométriale aussi pour vérifier les cellules NK dans l'endomètre. Et ces tests-là n'ont pas prouvé leur valeur, donc ils ne sont pas, encore une fois, recommandés. Je sais que voilà, l'ESHRE est un peu austère, c'est-à-dire que si ce n'est pas prouvé, s'il n'y a pas d'evidence-based medicine, si les résultats ne vont pas, si ce n'est pas des résultats solides et qui ne vont pas dans le sens de l'efficacité, en augmentant les taux de grossesse vivante ou en diminuant les fausses couches, ils vont dire non. Et du coup, même pour les traitements immunomodulateurs qui vont suivre, là aussi, ce n'est pas recommandé. On passe à l'activation ovocytaire artificielle. Bien sûr, l'activation physiologique passe par le spermatozoïde qui va libérer une enzyme qui va bien sûr provoquer une libération intracellulaire de calcium, et des fois, le manque de calcium intracellulaire va provoquer un échec d'activation, et c'est ainsi qu'on a eu l'idée d'ajouter du calcium. La méthode la plus utilisée, c'est la méthode pharmacologique avec la calcimycine qui est un antibiotique et l'ionomycine. Donc, on marine tout ça dans la calcimycine et on obtient une activation, sauf que là aussi, c'est un non mais oui, c'est-à-dire que l'activation ovocytaire artificielle n'est pas recommandée pour Madame Tout-le-Monde, elle est recommandée, et là c'est une indication, je pense qu'elle est particulièrement élégante, parce que cette activation artificielle peut être utile pour, en cas de globozoospermie, en cas d'échec total d'activation. Donc ça, ces indications, donc c'est un non pour Madame Tout-le-Monde, mais si on a une globozoospermie ou un échec total d'activation, là, on peut y avoir recours. Cinquième, donc j'ai dit que ce serait long, thérapie de remplacement mitochondrial, ce n'est pas considéré comme un add-on si ça traite une maladie mitochondriale, et le principe, c'est de prendre un noyau de la donneuse et de le mettre dans un cytoplasme, je dirais, sain, dans un cytoplasme sain. L'objectif, c'est d'améliorer ou de booster la qualité ovocytaire. C'est les patientes qui ont une mauvaise qualité ovocytaire. Donc, en dehors de cette thérapie mitochondriale, les recommandations de l'ESHRE te disent qu'il n'y a pas d'indication. Et de toute façon, dans beaucoup de pays, je pense aussi dans le nôtre, ce n'est pas permis. Donc la question ne se pose pas. L'activation in vitro des follicules dormants, on en a parlé longtemps, c'est bien sûr le fait de prélever un bout d'ovaire, de le fragmenter. On peut ou pas activer la voie AKT, et ça peut être considéré comme c'est un moyen médicamenteux, disons. Sinon, on peut ne pas le faire, et c'est ce qu'on appelle un drug-free activation. Et après, on le remet, on fait une greffe du tissu ovarien. Ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être prometteur, mais bien sûr,
les travaux ne sont pas nombreux, ils ne sont pas particulièrement, je dirais, costauds. Voilà je dirais un RCT de 34 patientes, Diaz Garcia 2022. Donc, vous voyez que le taux de naissance vivante, 6,7 versus 18 en cas d'activation in vitro. Donc, c'est assez prometteur. Et malgré ça, bien sûr, en absence de travaux plus consistants, l'ESHRE dit encore une fois non. Mais c'est un oui, mais non, vu que les résultats sont prometteurs. La MIV, la maturation in vitro, bien sûr qu'on a pu démontrer l'efficacité de la MIV dans certaines indications qui ne sont pas considérées comme des add-ons, telles que les OPK, les hyperrépondeuses et la préservation de la fertilité. Mais là aussi, l'ESHRE ne recommande pas la MIV parce qu'il y a des patientes qui ne veulent pas s'encombrer, bien sûr, des injections, etc., ne veulent pas perdre du temps. Donc, la MIV a été proposée chez des patientes qui veulent avoir un enfant, mais sans trop se fatiguer, disons. Donc là, l'ESHRE te dit non, chez ces patientes-là, ce n'est pas recommandé de faire une MIV. Reste bien sûr l'indication classique qui n'est pas forcément un add-on, c'est les OPK, la préservation de la fertilité. Le test de fragmentation, je ne vais pas beaucoup en parler, mais bon, vous connaissez les étiologies de la fragmentation de l'ADN spermatique, varicocèle, infection, âge paternel avancé, cancer, maladie chronique, exposition aux toxines et un mode de vie délabré. Le mécanisme le plus important, c'est le stress oxydatif, et on a pu plus ou moins prouver la corrélation entre le degré de fragmentation et la fertilité masculine. Et vous voyez ici que les spermatozoïdes avec un flot artistique sont des spermatozoïdes qui ne sont pas fragmentés, et ceux qui ont une tête bien claire sont les plus fragmentés. Et ici, ils te disent que pour le moment, l'évidence n'est pas, ou les travaux ne sont pas suffisants pour, je dirais, affirmer ces résultats qui sont prometteurs, c'est-à-dire que le lien entre la fragmentation et la fertilité. Ils ont quand même proposé certains procédés pour ces patients qui ont une fragmentation de l'ADN spermatique élevée, tels que le PIXI ou le MAX, on va peut-être en parler tout à l'heure. L'activation spermatique artificielle, là aussi, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec les ovocytes, sauf qu'ici, il faudra, je dirais, faire bouger les spermatozoïdes immobiles en utilisant la pentotoxiphiline ou la théophiline. Et bien sûr, quand ils bougent, on va les prélever pour je dirais, les utiliser. Les recommandations pour monsieur tout le monde sont non. Sauf, bien sûr, si tu as une cause primaire ou secondaire d'asténosospermie totale. Donc là, c'est une bonne indication et ça devrait être utilisé comme un traitement de première ligne. Donc c'est un non, mais oui, en cas d'asténospermie totale. Donc, l'évaluation de la sélection spermatique, je pense que je ne vais pas m'étaler dessus, ça va probablement être traité après. La supplémentation par l'OGM CSF, la supplémentation du milieu de culture, ils ont prouvé une légère amélioration en utilisant ce produit, même si on n'a pas encore de travaux consistants, donc il n'y a pas d'évidence suffisante pour le recommander. Le hatching et l'éclosion assistée, c'est un peu la petite déception, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas eu, ils n'ont pas pu montrer d'intérêt pour bien sûr les naissances vivantes. Donc le hatching ou l'éclosion assistée est actuellement non recommandé parce qu'il n'y a pas d'intérêt sur les naissances vivantes. Les tests génétiques. Les tests génétiques de diagnostic préimplantatoire pour aneuploïdie, bien sûr, il est coûteux, bien sûr, il n'est pas forcément anodin,
il y a des inquiétudes quant à l'HTA, au faible poids, à l'accouchement prématuré. Et il y a eu une évolution dans les pratiques. On a commencé par la fiche, après c'est le CGH arrêt, et actuellement on parle de Shallow Whole Genome Sequencing. C'est destiné à un public cible assez particulier, l'âge maternel avancé, la fertilité masculine, l'échec d'implantation et les pertes fœtales à répétition. Et les résultats ne sont pas forcément tous concordants. Il y a ceux qui te disent que c'est bien, il y a ceux qui te disent que ça n'ajoute rien, il y a même ceux qui te disent que ce n'est pas forcément bon. Et en tout cas, les recommandations, là aussi, non, sauf pour certaines patientes, comme on l'a dit tout à l'heure, le public cible, qui va surtout agir sur la diminution des délais par rapport à la grossesse. Donc, time to pregnancy, ça sera plus court pour certaines patientes, puisqu'on pourra, bien sûr, choisir, entre parenthèses, des embryons de bonne qualité. Là, c'est le nom amer, parce que le time-lapse présente plusieurs avantages. J'en cite 3. C'est bien sûr de garder un environnement stable et des paramètres constants en ne sortant pas à chaque fois les embryons de l'incubateur. C'est d'améliorer théoriquement la sélection embryonnaire, même si pour le moment, on n'est pas tous d'accord sur les critères morphologiques, etc. Et c'est surtout un excellent outil de recherche, d'apprentissage, d'enseignement, et ça facilite apparemment le travail des laboratoires. Donc, malgré tous ces avantages, on te dit non, ça n'ajoute rien. C'est pour ça que le nom est amer, c'est-à-dire que ça n'ajoute rien à la patiente, même si c'est un outil très utile, en tout cas pour les équipes qui l'utilisent, particulièrement efficace et utile, mais pour les naissances vivantes, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Le PRP. Le PRP, par contre, ça c'est, je dirais, ma petite surprise du jour, parce que je m'attendais à ce qu'on dise que le PRP n'a pas forcément beaucoup d'effets. On peut l'utiliser de 2 manières. Bien sûr, c'est les orthopédistes qui ont commencé, après la médecine esthétique, on l'a récupéré. On peut mettre du PRP en intra-utérin ou en intra-ovarien, comme tout ce qui est rajeunissement ovarien. Bien sûr, c'est des publics qui sont différents. Pour l'intra-utérin, c'est surtout en cas d'endomètre fin ou réfractaire ou en cas de RIF. Mais pour l'intra-ovarien, c'est surtout pour les mauvaises répondeurs, l'IOP, etc. Et on a vu que, paradoxalement, il y a un effet, plusieurs études le montrent, il y a un effet positif sur les grossesses vivantes et sur le nombre de follicules. Mais bien sûr, ces résultats ne sont pas forcément très consistants, et encore un non pour les Schray, parce qu'en attendant, bien sûr, des travaux plus solides et plus consistants. Mais les résultats sont encourageants. Je ne vais pas m'étaler beaucoup sur le duostim, on vient d'en avoir toute une présentation. Voilà, je vais directement parler des recommandations finales pour dire que pas d'intérêt, peut-être un peu pour les mauvaises répondeuses, et surtout dans un contexte d'urgence, surtout pour la préservation de la fertilité dans les cancers, etc. Ça peut être très utile, mais sinon, pour Madame Tout-le-Monde, c'est absolument pas recommandé. Les adjuvants. Des adjuvants, et là, je pense que beaucoup de monde va m'en vouloir, parce que, voilà, chez eux, c'est un niet total, tous autant qu'ils sont, metformine, testostérone, aspirine, tout le monde. Certains plus que d'autres, et on verra ça ensemble. Donc pour la metformine, ça n'a pas, vous voyez que pour le forest plot, les points sont presque au centre. Peut-être une petite diminution du risque d'hyperstime, mais pour les naissances vivantes, il n'y a pas grand-chose. L'inositol aussi. Vous voyez que la balle est au centre pour le forest plot, donc concernant les naissances vivantes, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. L'aspirine, ce n'est pas recommandé, mais certains travaux montrent
un petit intérêt de l'aspirine. Lower is better, comme on dit, ça reste à étudier et à confirmer. Non pour l'indométacine. Le Viagra est un peu prometteur. On n'a pas des résultats aussi consistants. Peut-être un intérêt pour les rapports programmés. Absolument aucun intérêt pour la PMA, pour FIV, etc. Et voilà, il faudra plus de travaux pour voir l'intérêt du Viagra qui voilà, peut être un effet bénéfique pour les rapports programmés. DHEA et patientes qui ont IOP, les résultats sont encourageants. Et on va voir. On passe au 18e item, les dispositifs de culture intravaginale. Il y a aussi des dispositifs de culture intra-utérin. Ça, c'est un nouveau truc pour les patientes qui veulent sentir leur grossesse. Ça a l'air d'être intéressant. Apparemment, c'est safe, mais bien sûr, c'est un bénéfice psychologique, mais les recommandations ne vont pas dans le sens du dispositif de culture intravaginale parce qu'il n'y a pas encore d'évidence, c'est quelques cas avérés. Je pense que le deuxième item est le seul item où il y a eu un oui clair, c'est l'ajout au milieu de transfert, surtout d'acide hyaluronique, qui va promouvoir l'adhésion des cellules et éviter ou diminuer le risque de l'expulsion de l'embryon. Et voilà, apparemment, ça augmente les taux de naissance suivantes, la diminution des avortements, l'augmentation des taux avec une augmentation des taux de grossesse multiples. Donc là, on a un oui, enfin, pour l'addition d'acide hyaluronique pour les milieux de transfert. Scratching, qu'est-ce que vous en pensez? Non, donc c'est un non, même si les cheveux dit oui, on l'aurait. Effectivement, bien sûr, c'est un non, même si à un certain moment on s'est intéressé à l'effet du scratching. Bien sûr, ce n'est pas anodin puisqu'il y a quand même un peu de saignement, un peu de douleur, etc. Mais c'est surtout inutile, donc pas d'utilité en routine pour les patientes, pour Madame Tout-le-Monde, donc ce n'est pas recommandé. Le flushing, il y a plusieurs produits qui ont été utilisés, l'ACG à des taux variables, le plasma séminal, les milieux de culture surnageant et le GCSF, c'est le seul à montrer des résultats encourageants, même si tout le monde n'est pas, je dirais, tous ces flashings ne sont pas recommandés. La mobilisation des cellules souches, c'est bien sûr le principe de prendre des cellules souches, souvent de la moelle osseuse, de les travailler et de les injecter, que ce soit dans l'ovaire, en cas surtout pour les patientes qui sont IOP ou mauvaises répondeuses, ou bien en sous-muqueux, en cas d'endomètre fin ou réfractaire. Donc les résultats sont encourageants, mais c'est surtout des case reports. Donc voilà, vous voyez les travaux, 29 patientes, etc. Donc ce n'est pas grand-chose, mais la tendance est bonne, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir des grossesses, surtout c'est des patientes qui ont beaucoup de difficultés à concevoir, je dirais, par les moyens conventionnels. Malgré ça, bien sûr, surtout parce qu'il n'y a pas de travaux pour le moment assez solides, donc l'ESHRE nous dit non. Les corticoïdes chez Madame Tout-le-Monde, c'est non. D'autant plus que ce n'est pas anodin, ça donne des fausses couches, des accouchements prématurés, l'HTA, le diabète, etc. Les corticoïdes n'ont d'intérêt qu'en cas de maladie auto-immune. Pour Madame Tout-le-Monde, il n'y a pas d'intérêt à donner des corticoïdes, c'est même, je dirais, un peu dangereux. On y est presque, 24 sur 27. Donc, le frisol for all, tout ce qui est, bien sûr, frisol dans un contexte
d'hyperstimulation, etc., n'est pas considéré comme un add-on. On parle surtout des patientes, je dirais, où on veut synchroniser les embryons avec l'endomètre. Et bien sûr, les résultats ne sont pas meilleurs que tout ce qui est frais. Donc, il n'y a pas de recommandation pour le Freesolve for All, d'autant plus que ce n'est pas anodin, que on a parlé d'hypertension pendant la grossesse, de macrosomie. Bien sûr, le coût est plus élevé et les délais de grossesse sont plus longs. Donc, du coup, là aussi, le Freesolve for All, c'est non. L'ICSI pour infertilité d'origine masculine, on sait que l'ICSI a augmenté, c'est un peu comme pour la césarienne, même si les taux d'infertilité pendant les dernières décennies d'infertilité masculine est resté la même, les taux d'ICSI apparemment, en tout cas, je pense que c'est même ici la même chose, mais en Europe a presque doublé parce qu'on a peur de cet échec et on se rend compte que l'ICSI ne fait pas mieux pour Madame Tout-le-Monde que la FIV. Il y a même des inquiétudes quant à la santé des bébés. Après, bon, ces inquiétudes n'ont pas été confirmées. Apparemment, on a à un certain moment eu peur pour les malformations, pour les retards de développement mental, pour la méthylation de l'ADN, mais apparemment, ce n'est pas confirmé. Mais malgré ça, il n'y a pas de bénéfice. Et là aussi, la sentence, c'est un non pour l'ICSI, pour infertilité d'origine non masculine. L'avant-dernière, les antioxydants. On en a une pléthore. Des vitamines, des coenzymes, des micronutriments, des acides gras polyinsaturés. Les résultats semblent intéressants, même si on n'a pas encore de résultats qui sont particulièrement solides. Mais vous voyez que pour la femme, un traitement d'antioxydants de 1 à 3 cycles pourrait avantage, vous voyez le R à 1,8, avoir un avantage sur le taux de naissance vivante. Et même pour l'homme, c'est un peu moins flagrant ou moins important, et c'est des délais plus longs, 3 à 12 mois, mais il y a un petit effet qui devra probablement être confirmé. J'ai apprécié le côté pas anodin avec gène gastro-intestinal. Il faudra travailler sur ça. Et les résultats, pour le moment, ils ne sont pas recommandés, même si les résultats, je dirais, sont prometteurs. Je finis par la médecine alternative. Sincèrement, je ne suis pas connaisseur. Acupuncture, je ne sais pas, yoga, etc. Apparemment aussi, c'est un non. Peut-être un peu pour l'acupuncture, mais de toute façon, voilà, je pense que ça ne fait pas beaucoup de mal. Ce n'est pas comme pour les autres. Bon, donc, pour résumer, pour ces 27 items, on a un oui pour l'acide hyaluronique dans les milieux de transfert. On a un non, mais oui, c'est-à-dire que c'est un non pour la population générale, mais un oui pour certaines populations particulières, comme pour, par exemple, l'activation ovocitaire artificielle dans le cas des globozoospermies ou l'échec d'activation, la MIF pour l'OPK et la préservation de la fertilité, l'activation spermatique artificielle pour l'asténospermie totale, les tests et traitements génétiques pour diminuer les délais de grossesse, duostime, bien sûr, pour la préservation de la fertilité et peut-être pour les mauvaises répondeuses, les corticoïdes pour les maladies auto-immunes, le Freesolve pour l'hyperstimulation, peut-être l'endomètre pathologique et le PGT. On a un oui, mais non, c'est-à-dire que pour certains, les résultats peuvent montrer un petit intérêt, mais in fine, les statistiques ne sont pas là. L'hystéroscopie de dépistage, l'activation in vitro de follicules dormants, les tests de fragmentation de l'ADN spermatique, l'évaluation et sélection spermatique, la supplémentation des milieux de culture, le time-lapse, le PRP, l'adjuvant pendant la stimulation, le dispositif de culture intravaginale, le flashing, la mobilisation des cellules souches, la thérapie antioxydante et la médecine alternative. Et on a des noms pour les tests de réceptivité, les tests immunologiques, la thérapie de remplacement mitochondrial, l'hatching assisté,
le scratching endométrial et l'ICSI pour infertilité d'origine non masculine. Donc, je sais que c'est consistant. J'espère que ce n'est pas indigeste. Voilà, je vous remercie en vous annonçant un masterclass de chirurgie mini-invasive sous l'égide de la faculté de médecine de Tunis, avec la participation de la STGO, du Collège national. Ça commencera bientôt et ça sera moitié théorie et moitié pratique, avec même, je dirais des traîneurs et des modèles animaux. Aussi, le premier colloque de santé féminine de Sidi Bouzid, 21-22 septembre, vous êtes les bienvenus et je vous remercie.